Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazapoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce magazine au singulier et votre magazine d'entretien, voire d'entrevue avec notre invité. Nous allons voir son parcours, découvrir cette personne et qui est avec nous ce soir. Nous allons donc aller à la rencontre de notre invité qui va retracer son parcours, ses réussites et ses perspectives d'avenir. Au singulier, c'est de suite. Bonjour monsieur, bonsoir. Bonsoir madame journaliste. Alors vous êtes monsieur Kingombe? Oui. Mais vous avez un nom assez allongé. Oui, Kingombe Moussoui Abenga Moïse. Voilà. Et vous êtes originaire du Maniema? Je suis originaire du Maniema, territoire de Kawambare et secteur de Bangan Bahemba. Alors, vous êtes de nationalité évidemment congolaise. Congolaise. Hein? Vous êtes marié à maman Vicky. Oui. Et avec elle, vous avez 6 enfants. Ok, c'est ça. Dont 3 filles et 3 garçons. Non? 5 garçons et une fille. Ok. Alors, c'est vrai que vous êtes diplômé, vous avez fait des études. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre avec l'écriture, puisqu'il s'agit des diplômes. Alors, vous êtes allé à l'école primaire. À quelle école? J'ai fait l'école primaire à Kibangula, et à Roya. J'ai fait le CO à Kibangula. J'ai fait les humanités au collège Mala, à Kassongo, où j'ai eu mon diplôme. Mais durant les études secondaires, on faisait le pied de Kibangula à Kassongo 120 km. Pourquoi? Parce que les routes n'étaient pas praticables. Moi, ça m'est rongé. Quand est-ce qu'on va arranger les routes? Puis quand on posait des questions, non, les ingénieurs d'autres provinces ne veulent pas venir travailler ici. Moi, je me suis dit non, moi, je dois faire le point chaussée. Comme ça, je viendrai travailler chez moi. Alors, vous êtes ingénieur de formation et vous avez un diplôme aussi en bâtiment. Oui. Alors, c'est vrai que ça vous a... On peut dire que c'est à partir de là que vous vous êtes dit, en tout cas, moi, je vais rentrer dans les infrastructures, je vais créer, je vais mettre ma main à la pâte pour que les gens puissent être à l'aise. Parce que, à quel âge vous aviez lorsque vous faisiez le pied comme ça, lorsque vous marchiez? C'était à 14 ans, quand j'ai eu mon brevet. Jusqu'à 17 ans pour avoir le diplôme, chaque année, soit il fallait faire le pied, ou bien il fallait faire la pirogue sur le fleuve toute la journée. C'était rude, c'était difficile. Très, très difficile. Et beaucoup ont abandonné, ceux qui ne pouvaient pas résister. Donc vous avez tenu bon. Alors parlez-nous de votre rencontre avec votre métier. Comment est-ce que vous êtes entré dans cette profession? Oui, bon, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai eu l'inscription à l'Institut du bâtiment et des travaux publics. J'ai fait la préparatoire, j'ai opté pour pont et chaussée, travaux publics. Bon, à notre époque, il y avait des professeurs expatriés, des Roumains, d'autres nationalités. Mais la façon dont on nous a formés, j'étais vraiment attiré par le métier. Et je me suis dit, moi je ne serai jamais engagé, je dois être entrepreneur. C'est ainsi que malgré les opportunités que j'ai eues, que j'ai passé le stage à l'OVDS, au trajet, au FIDA, ces gens voulaient m'engager, moi je ne voulais pas. Est-ce que vous vous retrouvez parmi les personnes qui avaient du talent? Oui, je dois être indépendant pour servir le pays. En devenant travailleur, je serais bloqué. Alors, vous avez combiné vos études en même temps, vous étiez déjà marié? Non, je me suis marié après les études. Je n'ai pas combiné. Je me suis marié en 1995, quand j'ai terminé mes études. D'accord. Alors, juste pour qu'on puisse comprendre, alors, vous avez rencontré votre métier, cette profession, vous vous êtes donné à fond. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ce travail-là? Parce que c'est un travail qui est difficile. C'est un travail difficile qui demande des sacrifices. Né à l'intérieur, je connais les difficultés de nos compatriotes. Ouais.
Et quand j'ai essayé de sillonner le Congo, j'ai vu que les gens souffrent. Or, la solution devait venir des Congolais. C'est comme ça que je me suis donné la peine. Depuis que je suis ingénieur, j'ai sillonné tout le Congo avec le BSECO. Dans chaque province, au moins, il doit y avoir un ouvrage de mes mains. J'ai dirigé des travaux dans tout le Congo. Donc, j'ai toujours eu ce souci d'aller vivre avec ces gens qui souffrent pour élever leur niveau de vie. Que ce soit la construction des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des ponts, dans des conditions très difficiles. Alors, je suis content quand je le fais avec ces gens-là, que de travailler avec. Mais justement, lorsque vous dites, vous avez marqué votre passage dans différentes provinces, dans différents coins et recoins de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez qui vous a attiré vers ça? Qu'est-ce qui a fait ce déclic pour que vous alliez justement faire ce travail-là? Oui, à part cette souffrance, mais c'était quoi? Dans la construction, par exemple, c'était quoi? L'amour du prochain et l'amour du pays. Parce que ce pays ne peut se développer qu'avec ses propres fils. On ne peut pas compter de l'extérieur. C'est avec nous-mêmes que nous pouvons développer ce pays. Et si chacun se donne cette volonté d'accepter. Parce que moi, j'ai vu de ses amis, malgré le salaire qu'on pouvait donner quand on propose à quelqu'un d'aller travailler à l'Est, par exemple, après la guerre. Les gens n'acceptaient pas, ils craignaient. Mais moi, je trouvais normal, mourir pour le Congo, ça va. J'ai travaillé dans des conditions très difficiles. Vous pouvez prendre par exemple au Katanga. Quand Gédéon faisait des rages au nord Katanga, mais moi j'ai accepté la mission d'aller travailler Kilo Doubié. Ou même le général qui était là, qui dirigeait l'armée, m'avait dit: je ne peux pas te garantir la sécurité, les conditions sont difficiles. Moi j'ai accepté de le faire. Mais vous étiez parti pour faire quoi exactement? Construire le pont, suivre les travaux de pont de Kilo jusqu'à Doubié. Et quand on a fini ce pont permet à l'armée d'atteindre Doubié, hôtel le siège des Gédéon, pour le déloger. Voilà. Donc c'était un travail qui vous a pris quand même du temps. Oui. Et lorsque vous étiez justement dans cet environnement, vous travaillez comment? Vous travaillez le soir, comme on dit, chinois, il faut passer à la main à tout, c'est comment? Bon, le soir c'est difficile parce qu'il n'y a pas de lumière, mais on commençait le travail de 6h à 18h. Sous stress. À tout moment, on pouvait être attaqué, mais on avait confiance à Dieu pour le protéger parce que ce qu'on le faisait de bonne foi. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, on fait appel à l'extérieur pour pouvoir construire le pays alors qu'il y a des ingénieurs comme vous, il y a des personnes qui connaissent mieux la terre, parce que c'est important de connaître où l'on est et qui connaissent les difficultés de cette terre-là en tant que bâtisseur, on va dire, en constructeur. Bon, voilà, le problème du Congo, c'est le problème de notre classe politique. Ils font appel aux gens de l'extérieur parce qu'ils veulent des commissions cachées avec des gens de leur. Parce que sincèrement, vous pouvez prendre l'expérience avec Matata, avec le projet de 500 écoles. Ils l'ont pas fait avec des gens de l'extérieur. Il y a des points. Par exemple, j'étais l'ingénieur à pied d'œuvre dans la province de Maïndombe. Vous arriverez dans le village de Mandoumou Boulanyat, qui est une personnalité dans ce Congo. Il n'y a pas une école primaire. C'est Matata qui a construit. Alors, il a travaillé seulement avec le Congolais. Si vous arrivez à découvrir ce qu'on a réalisé avec le projet des écoles de centres de santé, vous savez, nous avons des talents, nous avons des hommes capables, nous sommes capables de tout faire. Mais ce qui nous manque, ce sont des moyens. Ce qui nous manque, ce sont des moyens. Même le problème des routes. Ce ne sont pas dire que non, les Chinois font mal les routes. Non, c'est la classe politique. On donne l'argent, on retire beaucoup, ils vont mal exécuter. Le contrôle ne se fait pas comme il se doit. Je fais le sacrifice en suivant... Parce que moi, je compare l'histoire. Ce qu'était le Congo en 1960 et ce qu'était la Chine en 1960. Et aujourd'hui, la position de la Chine avec la position du Congo. Je me suis donné la peine personnellement. Je suis allé en Chine, j'ai sillonné l'intérieur de Chine, voir ce qu'ils sont en train de faire. Le développement, on ne peut pas étendre l'émergence s'il n'y a pas le problème des transports. Route, c'est tout le moyen de transport, route, chemin de fer, voie navigable. Pour atteindre l'émergence, nous devons d'abord travailler sur le route, le voie de communication. Si on résout ces problèmes, à ce moment-là, vous pouvez parler de l'émergence. Mais sans toucher ces problèmes clés, on ne peut pas parler de l'émergence.
Alors c'est vrai que vous avez été vers ces personnes, vous les avez rencontrées, je veux dire que vous avez participé à diverses conférences autour de cette formation. Alors quel a été justement votre apport là-bas? Parce que vous avez rencontré des Chinois qui sont magnifiquement plus lotis que nous. Oui, parce que Ces échanges, ça se passait comment? les échanges, parce que la façon dont on voyait les travaux des Chinois ici, les gens ont l'habitude de dire que les Chinois travaillent mal. Si vous comparez la façon dont ils travaillent ici et la façon dont ils travaillent par exemple en Angola, le prix au mètre carré des routes ici et en Angola, c'est très différent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière les hommes politiques, ils cherchent des commissions. Ces gens, pour faire le travail comme il se doit, on s'arrange. Pour le contrôle, il va envoyer son neveu qui ne connaît rien pour couvrir la situation. Or, quand vous arrivez chez eux, madame, si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que Mao avait inculqué une mentalité. Notre problème, c'est le problème de mentalité des hommes. Le président Kabila a reconnu, il a tout fait sauf la mentalité. Le grand dossier que le président Tshisekedi a, c'est le problème de mentalité, la conscience professionnelle. Si c'est là, quel que soit le prix à payer, il faut le faire. Parce que quand vous arrivez sur le Chinois, il travaille 24 heures sur 24 heures avec amour. Toute la Chine est reliée. Ils n'ont pas de richesse comme nous. Toutes les provinces sont reliées, mais au Congo, les provinces ne sont pas reliées. Comment vous pouvez compter pour le développement? Comment vous allez vous développer quand les provinces ne sont pas reliées? De 1940 à nos jours, toutes les institutions financières, Banque mondiale, FMI, ISAID, IDA, l'aide qu'on a donnée en Afrique, ça évalue à 240 milliards. Et quel pays africain qui s'est développé? Nul. Or, aujourd'hui, la Chine vient de mettre une enveloppe de 240 milliards, une cagnotte disponible pour aider l'Afrique avec le problème de la route de la soie, kilomètre zéro. C'est-à-dire, la Chine d'abord, elle est reliée, toutes les provinces sont reliées, et puis la Chine vient se faire relier avec le monde entier. Voilà une vision de développement. Ce qu'il faut avoir ici chez nous, ça n'existe pas. Alors, quand nous aurons cette option-là, de relier le Congo et puis le Congo avec l'extérieur, nous allons nous développer. Okay. Avec cet argent que la Chine, le premier bénéficiaire, on peut prendre le Nigeria. Ils ont déjà des métros. C'est de l'argent qu'on donne, on vous donne l'argent. La Chine, c'est la puissance capable de donner l'argent, la technologie et les hommes. 40% des serviteurs et des techniciens chinois, 60 main-d'œuvre congolaises pour le transport de technologie et on est évolué. Ce que l'Europe ne peut pas faire, ce que les États-Unis ne peuvent pas faire. Mais justement, cet échange, lorsque vous avez été, vous avez ramené des idées, mais vous avez commencé par ici. Je vois votre thèse, c'est un travail que vous avez fait. Ça, c'est un travail que j'ai fait il y a longtemps, en 1996, concernant le transport en République démocratique du Congo. On a toujours crié le développement. Il ne peut pas y avoir de développement sans transport. Sans transport, il n'y a pas de développement. Alors, qu'est-ce que l'on peut décrire ici dans la ville de Kinshasa? Parce que pour aller aussi dans une commune vers une autre commune, c'est tout un problème. Aujourd'hui, c'est difficile pour aller vers l'aéroport. Oh, à Kinshasa, si tu ne peux pas quitter Bumbu pour aller à Makala, comment vous direz que quelqu'un va quitter Maïndombe vers l'Équateur? Là, c'est plus pire encore. Alors, ce qui se fait ici, ce n'est que le reflet de la réalité à l'intérieur. Or, c'est le problème qu'il faut résoudre. Madame, je vous dis, il y a des investisseurs qui étaient venus pour acheter Sinat. Si aujourd'hui, l'idée qu'ils ont de construire les routes en béton dure, est-ce que le gouvernement a son usine? Ah non. Voilà. Or, Sinat, il faut investir. Quand nous aurons notre propre usine de ciment qui produit des milliers de sacs par jour, on peut bétonner autant de routes. Mais les routes en étage qu'on construit, ça doit être en béton. Le colonne, tout ça, ça doit se faire en béton. Mais avec quel ciment? Avec les ciments qu'on achète? Non. Il faut construire des usines de ciment du gouvernement partout, produire. C'est comme ça qu'on va développer ces pays. Le travail qu'il faut faire, c'est les hommes. Si vous mettez quelqu'un en place et il n'arrive pas à donner un bon rendement, après 6 mois, il faut le remercier. C'est cette rigueur-là qu'il faut, que ce soit envers le ministre, envers le gouverneur, envers le conseiller. C'est cette rigueur-là. Parce que nous, quand on travaille avec Matata, quand on t'envoie en mission, on dit que tu dois remettre ton rapport tel jour à 15h, dépasser 15h, tu viens à 15h10, on prend le rapport, on te renvoie. C'est la rigueur.
Cet homme-là, il faut l'apprécier, il faut le copier. C'est la rigueur qui nous manque. Nous avons été avec le président qui disait on ne peut pas servir le pays en étant seulement ministre. Voilà ce que moi j'ai retenu de l'entretien que j'ai avec Kisségué dit père. On ne peut pas servir le pays seulement en étant ministre. Tout le monde ne peut pas être ministre dans ce pays. Tout le monde ne peut pas être PDG dans ce pays. Chacun dans son coin doit aider le pays. Et le pays doit la paix à la nation. Alors c'est à ces idées-là que j'ai développé. Comment je peux aider mon pays? Payer les transports avec l'aide de l'église de Loba pour aller chercher, découvrir l'extérieur, et de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut amener? Nos hommes politiques, quand ils voient les routes des amis, ils voient leurs infrastructures. Oui. Les aéroports, les routes, ils voient ça. Mais quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber. C'est ça la médiocrité. C'est ça la médiocrité. Or, quand vous allez quelque part, vous découvrez quelque chose, vous devez amener ça chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire appel aux hommes intègres, aux techniciens dignes, des gens qui maîtrisent. Mais ici, nos politiciens, ils se font entourer des gens de famille pour bouffer l'argent. On fait des histoires, ça fait honte. C'est comme si le Congo n'a pas de fils capables de relever les défis. Ils sont là dans tous les domaines. Mais ce qui nous manque, c'est l'appui aux moyens financiers. Donc ces moyens financiers, ça vient toujours de l'extérieur. On dirait qu'il n'y a rien ici. La conjoncture actuelle, on n'a rien. Et la grande puissance, la plus grande puissance qu'on peut parler pour le moment, c'est la Chine. La Chine a mis l'argent. C'est-à-dire que nous devons aller vers la Chine. Avec des projets. Avec des projets. Avec des projets concrets, et ils vont financer. Les Chinois peuvent financer les routes de la ville de Kinshasa. Ouais. Si vous allez en Chine, pour quitter seulement, rien que la route de l'aéroport, je crois qu'il y a 5 péages. Oui, de commune à commune, il y a des péages. Vous dites, bon, construisez-nous toutes les routes, on va placer des péages pour quitter Bandal, pour aller à Selemba. Vous devez payer parce que vous roulez sur la route. Cet argent, on va payer des dettes. C'est-à-dire que l'argent qu'ils vont investir, ils vont nous accorder, c'est à payer pendant 30 ans. Nous avons des richesses minières, donner des concessions. Le Congo doit être praticable, c'est-à-dire relier toutes les provinces. Mais avec nos richesses, les Chinois peuvent nous aider. Ils ont de l'argent en espèces. Nous, comme on n'a pas l'argent, on donne des richesses et vont nous construire des routes, des aéroports. Et on va se développer. À partir de ça, on aura l'idée de l'émergence. Mais vous ne pensez pas que lorsque quelqu'un donne ses idées, il commence quelque part et puis il s'arrête parce qu'il n'y a personne qui veut relayer cette même position? On a parlé du contrat léonais, on a parlé de tout ça. Ça a freiné un petit peu le développement de la République démocratique du Congo. Quelle est votre vision justement par rapport à ça? Ma vision par rapport à ça, c'est un problème de la classe politique et aussi notre Assemblée. Nous n'avons pas une politique à long terme. Le ministère des Plans ne fait pas tellement son travail. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive au pouvoir, il est au ministère du Plan, il travaille pour aujourd'hui et demain, il va quitter. Or, aujourd'hui, vous pouvez demander le président qui est là il y a 6 mois, quel est le plan national dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, même si vous ne serez pas le plan congolais. Oui. C'est-à-dire celui qui viendra doit d'abord voir qu'est-ce qui est prévu pour le développement du Congo. Et lui, par où il doit commencer. Chacun arrive avec son programme. Même dans le ministre doit trouver un plan dans son ministère. Mais ils arrivent à lever, ils créent une porte, ils se réveillent le matin et vous disent on doit acheter les avions aujourd'hui qui n'était pas prévu, on va faire telle route qui n'était pas. Or, nous devons avoir un plan pour chaque province, pour chaque territoire. Dans 5 ans, on doit faire ça. Dans 10 ans, on va faire. À ce moment-là, vous saurez que dans 50 ans, quel niveau que nous allons atteindre. Mais on parle de l'émergence dans 2030. Est-ce qu'ils peuvent nous détailler ce qu'on va faire pour atteindre l'émergence? Il reste combien d'années pour atteindre cette émergence-là? Ah, voilà. Mais alors, est-ce que le pays tout en entièreté, par exemple, est-ce que c'est à 0 ou bien c'est à 1, 2? À quel niveau est le pays, par exemple, lorsque vous parlez des constructions des routes? C'est qu'on n'a rien fait à part le pont Maréchal. Et avec tout le pays que j'ai visité, je ne sais pas que nous pouvons dire que nous sommes au point 0. Hein. Nous sommes en deçà. Je peux nous dire que nous sommes même à moins 10. On n'a même pas atteint 0. Parce qu'il y a du travail à faire à atteindre le point de 0 et à décoller. Or, pour atteindre le point 0 et décoller, il faut beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que le gouvernement doit investir dans les zones. Oui, madame, c'est regrettable. Des gens qui terminent, le gouvernement ne donne pas de bourse.
tous ces candidats présents, quand ils arrivent au pays, quand ils arrivent au pouvoir, il doit débaucher quelqu'un qui a son diplôme pour travailler avec lui. Or, le parti devrait avoir des gens déjà qui supportent de l'école primaire, secondaire, université. Des gens doivent avoir la bourse du gouvernement. Nous avons étudié avec le bourse. Donc c'est ça, créer l'élite pour que l'on... Créer l'élite. Mais un minimi, ils sont en train de détruire l'élite congolaise pour faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Oui. Ce qui est drôle. Or, on ne va pas développer ce pays avec l'extérieur. C'est à nous-mêmes. Nous devons accepter notre souffrance, surmonter. Si on accepte la souffrance et on la surmonte, ça va nous produire la richesse et le bonheur. L'élite, combien d'universités à qui il faut donner des bourses pour aller se perfectionner? Parce que pour le moment, il n'y a pas de laboratoire. Aujourd'hui, si on parle des jeunes qui terminent maintenant à l'IBTP, ils terminent dans des conditions très difficiles. Nous, à notre époque, on avait terminé à 11 ans point chaussée, on avait commencé combien? Bien formés. Mais aujourd'hui, vous trouvez 300 candidats. Quel laboratoire? Ils passent leur stage où? Dans quelles conditions? Mais justement, ce n'est pas parce que Mobutu avait fermé cet institut qu'il y a eu quand même des petites difficultés rencontrées par les étudiants qui finalement sont partis plus à l'Académie de Beaux-Arts, d'autres juste devenir, je ne sais pas, des décorateurs au lieu d'aller plus à fond dans les bâtiments. Oui, Mobutu était mal conseillé quand il a fermé l'IBTP. Ce n'est pas seulement l'IBTP, Mobutu a négligé l'enseignement. Parce qu'à l'époque où Kengo disait que l'enseignement était le 5e roue, même pas 5e pneu. C'est-à-dire l'enseignement était inutile. En négligeant l'enseignement et en négligeant l'enseignant, voilà où nous sommes, le résultat. On a abandonné complètement ces pays. Il faut refaire toutes nos universités, les conditions actuelles. L'ISA a été construit pour combien d'étudiants? Même le campus. Vous allez dans la faculté de Polytech. C'était prévu pour combien d'étudiants? Maintenant, il y a combien d'étudiants? On a construit combien de bâtiments? On a créé combien d'universités au Congo? Or, ailleurs, vous trouvez, dans chaque province, il y a des universités. Et quand on envoie des bourses ici pour envoyer des gens, ils envoient des gens qui ne méritent pas. Et quand ils rentrent, ils deviennent des licenciés seulement en drogue, au lieu de devenir licenciés, avoir une maîtrise dans des domaines pour aider le pays, il va là-bas et se lance dans des drogues, il rentre au pays, le pays ne gagne rien. La méritocratie. D'accord. Revenons un petit peu à votre séjour en Chine. Vous avez échangé, vous étiez orateur aussi lors de cette conférence. Comment ça s'est passé? Oui, bon. Dans quelles circonstances, en fait, vous avez été là-bas? Bon, je suis allé en Chine. Vous voyez que l'église de Loba a une vision à l'amour du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Et là où nous pouvons copier de bonnes choses pour le développement, c'est en Chine. Pour le moment, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas aux États-Unis. Alors, avec ce que l'église de Loba a fait pour aider le pays, nous sommes arrivés en Chine avec l'idée de la route de soie que le président... C'est une idée de Mao, oui, que le président... Oui. C'est une idée de Mao. Qui date, ça fait des années. Ah, des années. Maintenant, on est en train de mettre... Ils ont terminé chez eux d'abord à l'intérieur. Oui. Maintenant, ils vont sortir à l'extérieur, kilomètre zéro. Alors, avec cette idée, l'église Loba, avec le prophète Koné, on a dit que nous devons aider les Congolais et les Africains. Comment on va le faire? On a créé une maison, African Town. Cette maison, justement pour canaliser les énergies, les investisseurs. Parce que le développement, ça doit être privé-public. Oui. Privé-public, quand vous combinez, vous allez bien évoluer. Si aujourd'hui l'économie du Congo tient, c'est avec ses mamans, ses papas qui se débrouillent. En dehors de ça, le gouvernement est nul, ne produit rien. Alors pour canaliser ces gens-là, on a créé cette maison dont nous avons une représentation en Guangzhou. Et c'est au cours de l'inauguration, on a invité les consuls qui sont en Guangzhou, on a invité les hommes d'affaires qui étaient là, la salle était archi-grande et on a présenté la vision. C'est-à-dire les investissements africains en Chine devraient passer par cette maison et de la Chine vers l'Afrique aussi par cette maison. Comme ça, l'argent que la Chine disponibilise, nous devons bénéficier de cet argent. Pour le moment, il n'y a que le Nigeria qui a 12 milliards. Ils ont fait le métro.
il y a l'Éthiopie. Parce que le consul d'Éthiopie... Donc au Nigeria, il y a déjà des métros, des sous-sols. Wow. Et en Éthiopie, le consul de l'Éthiopie a exposé pendant 45 minutes les réalisations chinoises en Chine. Les repos, les routes, les métros légers, ce qu'ils sont en train de faire. Mais au Kenya, où ils ont compris l'importance de la Chine, on apprend le mandarin. Déjà. Oui, ah bon? D'ici 2020, ça sera opérationnel. Une langue, ouais. Oui. Alors, ces gens-là sont prêts à venir en Afrique. Mais le problème, c'est quoi? C'est nous. Comment on va les accueillir? On va laisser ces gens travailler. Au lieu d'aller avec l'esprit de pot de vin, demander ces gens, et ils ont l'esprit de gagnant-gagnant. Ils sont prêts à venir en Afrique. Ils ont besoin de la sécurité. Un individu ne peut pas assurer la sécurité. Nous-mêmes, les Congolais, nous avons besoin de la sécurité. Les étrangers, quand ils apprennent à Ituri, on a tué. Est-ce que vous pouvez donner à quelqu'un le projet d'aller faire à Ituri? Non. Le gouvernement est incapable. Qu'est-ce qu'on va faire à Ituri? Oh, il faut sécuriser tout le Congo. Ces gens sont prêts à venir. J'ai expliqué le besoin. Nous avons des besoins énormes. Et ces gens sont prêts à venir. Et nous sommes en contact très avancé avec les conseillers, le président Tshisekedi. On a exposé le problème. Ils ont compris l'importance. Mais ces gens doivent venir, il faut assurer leur sécurité. C'est ça, parce que le développement, ce n'est pas de l'intérieur de Kinshasa vers l'extérieur, c'est plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça que ça va se faire, mais avec leur aide. C'est de l'argent disponible. Mais comment bénéficier de cet argent? C'est là où les têtes doivent fonctionner. Des projets de port de Banana, des grands projets, les aéroports de la République. Parce qu'il faut le transport aérien, c'est très rapide. Faire revivre l'Onatra avec des bateaux, des canons. Il faut les construire aussi. Il faut reconstruire. Ces avions. Mais les avions, est-ce que nous avons des pilotes? Est-ce que le gouvernement envoie des gens en formation des pilotes? Ah, voilà le problème que nous avons. Investir dans les zones. Ils vont venir, on va construire des aéroports. Ils peuvent vous donner des avions. Qui vont piloter? Et combien de Congolais qui ont des bourses pour aller apprendre à piloter? Combien de Congolais qui ont appris pour aller conduire des... En Chine, ce sont des Chinois eux-mêmes qui conduisent leur métro. C'est eux-mêmes qui font... Parce que Mao a investi dans la mentalité des gens. Vous ne trouverez Ils sont devenus des travailleurs. Ils ont l'amour de leur pays. Les Chinois ne se chamaillent pas. Tout le temps que j'ai passé en Chine, je n'ai jamais vu des Chinois se chamailler. Vous arrivez dans un village, ils détruisent tout le village. Ils mettent des maisons de 7 étages. Tout le village. Mais ici, ça va commencer quand? Mais on a le social. On a comment vous dites? Pas des HLM, on a l'INSS. Ce sont des maisons, etc., où l'on donne aux personnes... On n'a rien, c'est une honte. L'eau seulement, on est incapable de donner. Le courant est incapable de donner. Comment on va donner des maisons? Or, et quand ils font ça, et le courant et l'eau au même moment. Le terme coupure de l'estage, ça n'existe pas. J'ai fait une expérience. J'ai laissé une radio dans ma chambre en Chine. J'ai acheté une radio le 2 janvier. Parce que je suis arrivé en Chine le 1er janvier 2019. Cette radio, j'ai fait un mois, je suis rentré, je suis reparti. J'ai trouvé la radio en train de chanter. Ici, est-ce que tu peux laisser une radio à la maison toute une journée, tu trouves cette radio en forme? Délestage, coupure de courant. Le courant. Oh, nous avons le plus grand barrage qui peut servir tout le Congo. Mais pourquoi on ne développe pas ça? Pourquoi ça a traîné depuis qu'il existe jusqu'à aujourd'hui? Justement, en parlant de ce port, d'aucuns ont parlé, les Né-Congo ne veulent pas de ce pont-là, qu'on ne va pas bénéficier. Alors, on bénéficie de quoi lorsque l'on construit un pont pour relier à un autre pays? Qui part gagnant et qui part perdant? Peut-être que la population n'a pas saisi l'importance de ce pont-là. Non. On parle de connexion sous-régionale, c'est bien. Moi, je crois qu'avant qu'on pose la première pierre pour le pont Brazza-Kinshasa, il fallait aussi commencer directement avec le port. Parce que le port de Matadi, c'est un port de transit. On n'a pas de port. Le Congo n'a pas de port. Okay. On doit construire le port de Banana qui sera notre port. Le port de Matadi, c'est un port de transit. Le moment où on démarre les travaux de Banana, on démarre Brazza. Si on commence par Brazzaville, en négligeant Banana, moi je crois que c'est une fausse affaire. C'est un faux calcul à servir seulement les autres.
Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'on ne va rien bénéficier du On ne tout. va pas bénéficier. Là, on va travailler pour Brazzaville. On va le faire pour l'interconnexion sous-régionale, mais nous devons commencer d'abord par notre port où les études sont terminées. Ok. Mais alors, lorsqu'il y a un port qui est mis en valeur, alors qu'est-ce qui fait rentrer justement les recettes dans ce pays? Parce que nous ne produisons rien. Donc c'est-à-dire que quelque part, ce port, c'est des entrées et non des sorties. Non. Le port, il y aura des entrées et des sorties. Parce que si nous développons, Madame, je vais vous informer, la Chine est en train de délocaliser toutes les usines où les travailleurs ont moins de... Leur SMIC, c'est 600. Les grandes usines où le salaire est moins de 600 doivent être délocalisées vers l'Afrique. Ah bon? Et si nous donnons les meilleures conditions, avec toutes les richesses qu'on a, s'ils délocalisent ces usines vers l'Afrique, parce qu'ici, les salaires, le SMIC, ce n'est même pas 100. Et quand ils viennent avec le SMIC, même de 500, vous voyez ce que nous allons gagner. Il faut créer des conditions. Or, on aura besoin de ce port pour amener des matériaux lourds pour la construction des usines. Nous sommes le premier producteur de cobalt. On doit monter l'usine de batteries à Kolwezi, en RDC. Or, j'ai des investisseurs qui veulent monter les usines de motos ici. Ils doivent le faire haut. Le problème d'arriver à Banana, prendre encore des petits bateaux jusqu'à Matadi, ça pose problème. Ce port va produire. C'est très capital. On va produire. Il y aura de l'exportation et de l'importation. Ok. Alors, c'est vrai, on tend vers la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un point qui vous intéresse pour que nous puissions aborder cela pour clôturer notre entrevue d'aujourd'hui? Oui, mon cri d'alarme, c'est le problème. Le gouvernement actuel, il faut voir, de 60 jusqu'à 2018, je crois, on a fait quelque chose, pas tout à fait. On n'a même pas fait 5%, s'il faut côté. De tout ce qu'on a fait de l'indépendance en un jour, on n'a pas fait 5%. Mais c'est loin, hein, si vous dites ça, de 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien fait, même pas 5%. 5% de ce que c'est décevant alors. Hein? C'est décevant. On ne doit pas se voiler de face. C'est vraiment décevant. Il faut investir dans les zones. Vous voyez que si les gens n'arrivent pas à construire, pourquoi? Le ciment coûte cher. Oui. Le ciment coûte cher. Le ciment qui vient de la Chine, c'est moins cher à Kinshasa par rapport au ciment produit à Lukala. Mais pourquoi ils ne peuvent pas résoudre ce problème? Que le ciment de Lukala doit être moins cher que le ciment de la Chine. Quand on va arriver à produire le ciment de Lukala à $3, moi je crois que tout le monde va se donner la peine d'améliorer. Les choses vont changer. Le gouvernement qu'on va former doit être dévertébré pour écouter et trouver des solutions et faire un plan du pays pour 5, 10, 30 ans et non de continuer dans la médiocrité, de dire qu'après 5 ans nous allons partir. Alors justement, vous parlez du gouvernement, c'est un cri d'alarme que vous lancez, mais dans la composition de ce gouvernement, il y a le profil. Mais qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui dans le développement? Quels sont les ministères peut-être que l'on devrait mettre plus en valeur, que l'on devrait donner un plan à contenir pour arriver justement à ce développement que nous souhaitons? Pour notre pays, tout le ministère doit avoir des hommes capables pour booster, que ce soit l'agriculture, la santé. Nous sommes en retard en tout. Il faut avoir des hommes capables. Le politicien, quand ils veulent eux-mêmes occuper des postes et lui-même n'a pas le niveau requis, c'est ce qui nous crée des problèmes. Là, le président doit s'imposer. On doit donner des techniciens, des gens capables d'écouter les conseillers et des vrais conseillers. Mais quand ils mettent des politiciens pour prendre seulement les alimentaires de leur parti politique pour gagner l'argent parce que le parti a gagné les sièges, là, ce n'est pas aimer le pays. Mais lorsque l'on parle de quotas, c'est peut-être ça qui fausse un petit peu la donne. Est-ce que dans ces partis, justement, on trouve des personnes qui sont qualifiées pour assumer tel ministère dont ils veulent avoir la main? Ah, c'est ça le vrai problème au Congo. Ils ont des partis politiques, ils n'ont pas des hommes pour animer. À défaut des hommes qu'il faut animer, on prend n'importe qui, on le place et le pays ne va pas tourner. Parce qu'ils n'ont pas investi dans les hommes. On vous donne le ministère de la Santé et dans le parti politique, aucun médecin. Et vous trouverez à la tête du ministère de Santé, on va mettre un agronome parce qu'on a donné ce ministère à tel parti politique. Non, ça c'est la médiocrité. C'est ce qu'il faut changer pour décoller. Il faut des hommes.
Matata, quand il a fait la première phase avec des techniciens, ça a marché. Mais la deuxième phase avec des politiciens, où sont-nous? Les politiciens veulent être là, mais ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Dans le parti politique, ils doivent chercher des techniciens. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché justement avec Matata? Avec Matata? Oui. Oui, Matata, quand il avait fait son premier gouvernement avec les techniciens, avec le projet de 500 écoles, le financement était automatique, les choses marchaient, des centres La bancarisation, de santé, la bancarisation, les choses ont marché. Mais quand on a mis les prédateurs, les politiciens sont arrivés, ils ont tout bloqué, ils ont commencé à bouffer, à tel point qu'il y a des chantiers qui sont en souffrance jusqu'à aujourd'hui, des écoles inachevées, des centres de santé inachevés, des projets abandonnés. Matata avait mis des techniciens qu'il avait envoyés dans chaque territoire pour étudier la situation de chaque territoire, ce qui ne s'est jamais fait. Mais on dirait que c'était un secret de Polichinelle parce qu'apparemment, beaucoup ne sont pas au courant de cette force des techniciens. On ne voyait pas ça parce que quand on parle du point d'achèvement, c'était toute une histoire. On croyait que c'était une lubie, c'est une aventure, c'est une histoire qu'on a écrite et ça ne tenait pas debout. La population n'a pas senti de différence ni dans son portefeuille, ni dans sa façon de vivre au quotidien. Bon, la situation du Congo, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Il y a ceux qui critiquent, par exemple, même les présidents qui seraient dans les critiques. Ça fait 6 mois. Est-ce qu'on va le faire par des baguettes magiques? Non. C'est un travail. Tous nous devons accepter la souffrance pour changer. Nous devons accepter la souffrance, la surmonter. Le point d'achèvement, on a allégé la dette extérieure, oui. Mais l'argent qui est entré, est-ce qu'avec le système qu'il y avait, a permis que cet argent bénéficie à l'État congolais? C'est ça aussi le problème. C'est ça la transparence. Alors, si l'argent doit bénéficier à l'État comme l'équipement des hôpitaux, l'équipement, la construction des routes, la construction de... C'est ça. Quand au lieu d'investir, on a atteint le point d'achèvement, l'argent qui venait, au lieu d'être investi dans ces domaines où la population doit se retrouver, c'est viré dans leurs poches. Mais il y a des points au Congo, on vous dit, depuis que Dieu a créé la terre, par exemple, j'étais dans un village dans le Maïndombe. Depuis que Dieu a créé la terre, ils n'ont jamais vu le ciment. Quand on est arrivé pour construire une école en dur, en matériaux durables, ces gens ont crié. C'est pénible, un pays comme le Congo. Vous faites sur une pirogue toute la journée pour acheminer le ciment. Mais on a consenti ces sacrifices pour aider nos concitoyens. Et maintenant, comment on va développer ces pays? Monsieur l'ingénieur Kingombe, j'aurais souhaité que vous parliez par exemple de ces embouteillages, de ces trafics que nous voyons tous les jours dans la ville de Kinshasa. On parle de dégorgement, etc. Alors, lorsque l'on va à Ndjili, on parle de saut de mouton, etc. Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que c'est pour autant qu'il n'y aura pas d'embouteillage d'ici quelques temps ou ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va rapporter? Y a-t-il des routes secondaires pour qu'on évite tout cela? Qu'est-ce qui se passe? Ah, madame, je suis très content de cette question. Le saut de mouton là n'est pas une solution pour moi. On peut terminer le saut de mouton, il y aura toujours des embouteillages. Le président ne devrait pas accepter cette solution de saut de mouton. Ça ne va pas résoudre le problème des embouteillages. Les embouteillages seront résolus en construisant les routes, l'interconnexion des communes. L'aéroport de Ndjili n'a qu'une seule route, le boulevard. Oh, il faut créer par exemple de Mitendi jusqu'à Ndjili, une route. Prendre une route le long du fleuve jusqu'à l'aéroport. Voilà résoudre le problème. Connecter, délimiter jusqu'à Selemba, passant par Fikine. Le président Tshisekedi doit investir dans de nouvelles routes et non les anciennes. Ce qu'ils sont en train de faire, je vous mets au défi, même les ingénieurs qui font ces histoires-là. Mais pourquoi ils acceptent s'ils savent bien que ça ne va pas marcher? C'est le gain de l'argent. Et ils ont des intérêts, c'est de l'argent facile. Et celui qui a mené le projet, ceux qui construisent, c'est pour bouffer l'argent. Cette histoire-là, il faut abandonner. Ce n'est pas une solution. Si on fait seulement ces histoires sans route secondaire, on ne va pas résoudre le problème des embouteillages. Parce que beaucoup de gens investissent, ils achètent des taxis pour leur survie parce qu'on n'a pas de salaire. Le nombre de véhicules augmente, mais le nombre de routes arrangées n'augmente pas. Les gens sont obligés d'emprunter les mêmes routes qui sont en bon état. Et ça doit créer toujours des embouteillages. Et la mentalité des chauffeurs et des roulages. Là, le président, on doit investir. Ici, au Congo, on n'a pas de roulage. C'est regrettable. Même les chauffeurs, il faut changer la mentalité de roulage et des chauffeurs.
En parlant des routes secondaires, on imagine que nous sommes sur Limété, dans la commune de Limété. On voit bien qu'il y a des bandes, des petites routes à côté. Il y a ce boulevard que l'on dit immense. Mais il y a toujours ce problème où l'on remarque de l'eau qui stagne, où l'on voit qu'il y a de l'herbe peut-être qui pousse, et puis finalement les véhicules ne circulent pas, alors qu'il y a des routes qui sont secondaires là-bas. Mais les gens pensaient que si on construit, on agrandit le boulevard, finir les embouteillages, c'était ça le but, oui. Mais maintenant on constate que ça devient plus peu. Pourquoi? Parce que les routes secondaires là, le petit boulevard qui existait, c'est-à-dire quand on construit une route, nous sommes les techniciens des ponts et des routes, c'est-à-dire le trafic, le nombre de véhicules par jour. Ils doivent savoir ça, oui. Qui vont passer. Oh, ici, le véhicule, il y en a beaucoup. Les arrêts de stationnement. Oh, pour le moment, pour résoudre, nous devons créer des routes secondaires, l'interconnexion. Il faut passer par des routes en étage. Parce que les gens qui roulent, qui ont des arrêts, ils vont s'arrêter. Ceux qui vont loin, par exemple, vous allez à l'aéroport. Si vous avez une route en étage, c'est tout droit. Vous allez seulement à l'arrêt à l'aéroport. Il faut investir dans le domaine de construction. Est-ce que notre sous-sol est à même de supporter beaucoup? Ça peut supporter plus. Nous avons un sol plus meilleur que quand j'étais dans des provinces à l'intérieur de Chine. Vous voyez que nous avons des avantages. Nous avons des avantages pour construire des routes de 3-4 étages. Mais ceux qui manquent sont des moyens. Mais appelez ceux qui ont des moyens pour nous aider à le faire. Alors, on voit l'échangeur, là. C'est bloqué. Vous voyez l'échangeur? L'échangeur de Limété. De Limété. Oui. Alors, à quoi ça servait? Si ce n'est que tourner autour et puis re-rentrer, alors qu'on pouvait l'utiliser pour faire des routes en étage. Oui, c'est-à-dire les gens qui ont conçu ça à l'époque, leur vision était vraiment limitée. Ils ne pouvaient pas concevoir cet échangeur de cette manière-là. Il faut modifier. Ça demande des travaux de modification pour désengorger cet endroit-là. C'était une erreur de conception. Et ils ont construit ça comme un monument où Voilà, les gens un monument. C'est tout. On dit qu'on retrouve le même monument en Chine. Ça a cet aspect-là ou pas? Bon, pas tellement. Parce que là où vous roulez en bas, Oui. vous roulez au-dessus. Oui, mais ici, ça ne c'est pas comme ça. Et ici, ils l'ont fait avec la mentalité de l'époque là, de simples monuments. donc on doit déplacer Lumumba un peu pour faire cette route. Hein. Allez, on est arrivé à la fin de notre entrevue aujourd'hui, Monsieur Kingombe. On a entendu votre cri d'alarme vers ceux qui ont un mot à dire et ceux qui doivent utiliser leur intelligence. Vous avez parlé du changement de mentalité, la prise de conscience des uns et des autres, et surtout de ceux qui auront à former ce nouveau gouvernement. On entend bien trouver des techniciens, des personnes qui connaissent et qui sont experts dans le développement. Alors, chaque ministère, peut-être, doit avoir son expertise par rapport à la mission de son ministère. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à ce dont nous avions parlé aujourd'hui? Comme ça, on peut clôturer. Oui, un mot de la fin, c'est que nous demandons vraiment au président Tshisekedi le plus grand cadeau qu'il peut laisser, c'est le plan de développement du Congo dans 5, 10, 30 ans. Le plan que Mao a laissé pour la Chine, c'est ce qu'on est en train de réaliser jusqu'aujourd'hui. Alors nous voulons un plan pour chaque territoire, pour chaque province, et c'est là pour le pays dans l'ensemble. Quel sera notre Congo? En dehors des services, par exemple, de l'année pour le renseignement, il faut créer un service pour les études de développement donner des renseignements sur les études pour de le développement du Congo. Voilà. Ça, c'est pas mal comme idée. J'espère que aujourd'hui, cette émission va être entendue, et surtout vous qui connaissez bien ce problème de développement, et surtout en bâtiment et tout ce qui concerne les grands bâtiments de travaux publics. Donc, on a entendu votre cri d'alarme et votre proposition au gouvernement aujourd'hui et au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, nous allons mettre un terme à notre entretien d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver certainement très bientôt. Bonsoir et passez un bon moment avec le programme d'Antenne A. Bonsoir chez vous.
Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, des Kokola, toujours imité mais jamais égal.